Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis avril 2016, l'administration publique béninoise, comme de nombreux autres secteurs, subit aussi la vague de réformes du nouveau départ. L'objectif à terme, c'est une administration moderne au service des populations. Une administration qui met les cadres dans de bonnes conditions de vie et de travail et qui offre les mêmes conditions, les mêmes chances à tous les citoyens désireux d'entrer à la fonction publique. Bienvenue à toutes et à tous dans Le Temps des Moissons. Nous ferons le tour des grandes réformes au ministère du Travail et de la fonction publique. Nous analyserons leurs impacts et projetterons ensemble avec notre invité les perspectives. Cet entretien, je vais le conduire avec mon collègue Théodule Onsa de E-Télé. Bonsoir Théodule. Oui, bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Madame Adiyat Matisse, vous êtes ministre en charge du travail de la fonction publique. Alors dites-nous, Madame la ministre, quel visage présentait la fonction publique béninoise dès votre arrivée, c'est-à-dire dès l'arrivée du président Patrice Talon en 2016? Comme vous le savez, le ministère du Travail et de la fonction publique était un peu détesté des usagers clients, en ce sens que l'opinion publique a l'impression que c'est un ministère qui dort et qui met énormément de temps dans la gestion de la carrière des agents de l'État et même de ceux qui sont admis à la retraite. Et donc, ce qui a conduit à la dématérialisation, à la modernisation, je dirais, de la fonction publique aujourd'hui. Alors, parlez-nous un peu de ces actes de dématérialisation que vous avez instaurés dans votre ministère. Comme vous le savez, après son accession au pouvoir, le chef de l'État, le président Patrice Talon, sur la base de son projet de société, a mis en place un ambitieux programme d'action de gouvernement sur la période 2016-2021, un ambitieux programme à la hauteur des défis qu'il fallait relever pour mettre notre pays, le Bénin, sur l'orbite du développement. Et dès cet instant, tous les membres de son gouvernement se sont activés pour la mise en œuvre de ce programme. Et dans l'architecture gouvernementale mise en place, le ministère du Travail et de la fonction publique occupe quand même une place plus ou moins importante, en ce sens qu'il s'agit maintenant, en tout cas depuis 2016, il s'agit d'instaurer une administration qui soit véritablement au service du développement de toute la nation par la mise en œuvre de l'action numéro 1 intitulée « Dynamiser, moderniser l'administration » de l'axe 2, améliorer la gouvernance du pilier 1 du PAG intitulé « Consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance ». Donc le ministère du Travail et de la fonction publique ne pouvait rester en marge de la nouvelle dynamique et s'est mis au travail pour réfléchir, concevoir et mettre en œuvre un certain nombre de réformes. Bon, des réformes qui rendent aujourd'hui l'administration béninoise plus moderne, numérisée. Vous avez même une équipe numérique au sein de votre ministère. Pourquoi cette équipe? Parce que lorsque j'étais arrivé au ministère, en faisant le point des effectifs, j'ai remarqué qu'il y avait quand même un certain nombre d'informaticiens qui n'étaient pas utilisés. Donc j'ai échangé avec eux, ils m'ont dit si on renforce nos capacités, nous allons pouvoir vraiment vous faire des merveilles, Madame le ministre. Donc on s'y est mis et nous avons commencé par la réforme de l'organisation des concours. Puisque vous savez que jusqu'à une époque récente, en tout cas avant l'avènement du régime, il y avait des concours qui étaient organisés, qui ne donnaient pas satisfaction à la population. Donc nous avons conçu un module. Nous avons ensuite mis en place une plateforme centrale de pilotage et de gestion des concours qui a comme finalité la gestion des dossiers des candidats. Il y avait très peu d'intervention humaine, donc la gestion des dossiers des candidats, le classement des candidats par centre et par salle de composition. Et ce n'est pas un SMS qu'on leur indique le centre dans lequel ils vont composer et la salle. Ensuite, nous avons le module de gestion du secrétariat. Il y a l'identifiant pour pouvoir faire l'anonymat. Au niveau du secrétariat, il y a les corrections ensuite par les jurys et puis il y a la saisie des notes. Et c'est presque difficile de changer les notes parce que lorsque vous changez une note, le système le signale automatiquement. Donc la gestion du secrétariat. Et après, il y a la délibération. Au niveau de la délibération, les membres du jury
font également un classement manuel à comparer ce que la machine a fait ressortir. Et c'est les plus méritants. Lorsque nous voulons, par exemple, recruter 100 personnes, qu'il y a 1000 qui ont composé, lorsque la machine sort le classement, c'est les 100 premiers que nous prenons sans favoritisme et sans considération politicienne. Puis c'est agi pour nous de mettre en place un système transparent et crédible de recrutement à la fonction publique. Et c'est le mérite qui est le critère de choix. Oui, vous évoquiez donc les concours frauduleux, cette grosse plaie que traînait donc l'administration publique. Le Bénin, il en est guéri aujourd'hui? Tous les concours qui ont été passés sous la rupture, jusqu'à présent, sont des concours transparents. Nous avons même eu quelques procès. Il y a des candidats qui ont estimé qu'ils ont travaillé, pourquoi ils ne sont pas admis, parce qu'ils sont plus brillants que tel ou tel autre. Ils ont saisi la NLC qui est venue nous voir, près de 15 recours qui ont été vidés au profit de l'administration. C'est transparent. D'ailleurs, la proclamation se fait sur place. Lorsqu'il y a la délibération, la proclamation se fait immédiatement sur place et publiée. Les dossiers, contrairement au passé, ne viennent pas au ministère ou à la présidence, ou ça peut rester encore quelques mois. Et je puis vous assurer que avec notre système de gestion des concours aujourd'hui, il s'écoule 2 semaines au maximum entre l'organisation du concours et la proclamation des résultats. Contrairement au passé où il fallait à peu près 5 ou 6 mois avant de parvenir à la proclamation des résultats. Oui. Si vous le permettez, mon collègue parlait tantôt de la dématérialisation, on va y revenir tout à l'heure, mais puisqu'on évoquait là les plaies de l'administration publique, permettez-moi de revenir sur certaines autres plaies de l'administration. Il s'agit de l'absentéisme, des retards, de la désinvolture, surtout dans le service rendu au public. Comment faire pour que ces plaies également, elles soient extirpées de l'administration publique béninoise? Vous savez, dès ma prise de fonction, la lutte contre l'absentéisme et les retards, cette lutte a été une de mes préoccupations. Au point où j'ai proposé que nous puissions mettre au niveau des structures administratives des portiques magnétiques pour contrôler la ponctualité des agents et leur assiduité au travail. Mais ça n'a pas prospéré parce qu'il m'a été tout de suite rappelé qu'il y a eu une phase pilote qui s'était déroulée en 2010-2012, que ça n'a pas prospéré, que ce n'était pas la solution et que d'ailleurs notre État n'avait pas les moyens de cette politique-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique, nous avons une inspection dénommée Inspection générale des services et emplois publics, qui a une compétence nationale. J'ai donc déployé les inspecteurs pendant près de 2 ans dans toutes les structures administratives. Et j'ai été heureuse, la dernière fois, je lisais le rapport de l'IGCEP et j'ai constaté qu'il a été indiqué que début 2016, le taux de retard dans l'administration était de 66% et que fin 2017, cela a régressé de 35%. Ce qui veut dire que les contrôles ont beaucoup porté. Bon, il faut dire que déjà l'avènement de la rupture, il a été quand même constaté qu'il y a la crainte de l'autorité et que nous avons déjà noté qu'il y avait moins de retard et moins d'absentéisme dans les bureaux, mais les contrôles ont permis de les améliorer. Mais il est question pour les ministères sectoriels de prendre le relais et de contrôler. Il faut le contrôle hiérarchique. Le contrôle peut nous sortir de l'absentéisme et des retards dans les services. Et puis, il y a une étude qui a été commanditée, disons, dans un autre cadre, et qui nous a révélé aussi que les horaires actuels de travail sont source aussi des retards. Parce que les agents sortent à 18h30, le temps de rentrer il est 20h, d'autres, du fait des embouteillages, attendent tard avant de rentrer, surtout ceux qui sont en dehors de Cotonou, qui rentrent généralement à 22h à la maison, revenus au service le matin très tôt, ça constitue un problème pour eux. Je crois que par rapport à ce volet, le gouvernement va quand même prendre des dispositions. Je ne voudrais pas en parler ici, vous serez au courant bientôt, mais il faut exhorter les services, les responsables,
va procéder à des contrôles réguliers de ponctualité et de présence. Je vous le disais, on va passer maintenant à la dématérialisation à proprement parler. Pour en savoir d'ailleurs davantage sur l'exploitation de la plateforme de mise en ligne des actes, une de nos équipes a rencontré le chef de la cellule de gestion des fichiers uniques de référence et de la programmation des effectifs, Prosper Idou. Suivez ses explications. Lorsque nous parlons d'avancement automatique, c'est le mécanisme qui permet à l'administration d'accorder à l'agent de l'État les droits en matière de grade et d'échelon au cours de sa carrière. Nous avons une plateforme aujourd'hui qui permet de gérer ces actes et ça accueille tous les sectoriels qui viennent travailler. Le processus d'extension de cette plateforme est déjà enclenché et nous avons déjà 2 ministères, à savoir le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de la Justice également, qui disposent déjà des terminaux pour l'exploitation de ce système. La plateforme de mise en ligne, quant à elle, permet de ventiler ces actes et chaque usager peut aller pour constater que s'il a déjà un avancement et pouvoir télécharger juste à titre d'information, puisqu'il n'a plus besoin de faire des démarches pour constater ce dont il a droit de la part de l'administration. Il faut aller sur la plateforme, il suffit de disposer de l'Internet, soit sur son téléphone portable ou sur son ordinateur de bureau pour pouvoir se connecter à la plateforme. Il suffit d'aller sur la toile et de taper travail.gouv.bj, travail.gouv.bj et de valider. Vous êtes redirigé vers la plateforme portail du ministère qui permet d'avoir toutes les informations sur le ministère du Travail et de la fonction publique. Et à partir de cette plateforme, vous avez un lien vers Espace Carrière. C'est bien écrit Espace Carrière, un peu en bas vers la gauche lorsque vous êtes sur le portail du ministère du Travail. Une fois cliqué sur ce lien Espace Carrière, le système vous invite à vous connecter à votre espace, sachant que préalablement vous vous êtes inscrit sur la plateforme avec vos données, le matricule, le nom, le prénom, la date de naissance surtout, pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Une fois cette inscription réussie, vous utilisez les logins et les mots de passe que vous aviez préalablement formulés pour avoir accès à votre espace carrière personnel. Donc, sur cet espace carrière personnel, vous avez la possibilité de consulter vos différentes situations administratives et de télécharger également les actes qui y sont mis en ligne. Et les représentants des DAF sectoriels, quant à eux, ils ont un login pour voir l'ensemble des données relatives à chaque ministère. Eux, ils ont la possibilité de faire les recherches par nom ou par numéro matricule afin de consulter. Il y a 4 parties. Un bloc qui rappelle déjà l'identité de l'agent au sein de l'administration à travers son nom, prénom, le matricule, le corps et le ministère auquel il est rattaché. Le second bloc qui rappelle s'il est en activité ou pas, son grade actuel et s'il est un APE, c'est-à-dire s'il est un fonctionnaire ou s'il est un agent contractuel de l'État. La troisième partie ou le troisième bloc lui permet d'avoir une liste de ces différentes lignes carrières et de pouvoir télécharger les actes correspondants à chaque ligne. Donc, avec l'effet de clic sur télécharger, l'usager peut télécharger, imprimer l'acte, l'envoyer par mail ou l'utiliser avec les différentes administrations qui en ont besoin. L'innovation également ici à partir de cette plateforme, c'est que on ne donne plus la possibilité de laisser des actes ou bien de laisser des situations administratives non prises pour l'agent. Le système calcule de manière automatique tout ce qui est arriéré de grade à accorder à l'agent et peut le faire constater au niveau du système pour l'agent. Donc, tu as droit à plusieurs situations administratives par le passé. Si c'est aujourd'hui, on veut procéder à un traitement de ton dossier, on ne pourra plus faire un et laisser d'autres en attendant. Non, le système sort le tout à la fois et est constaté automatiquement au profit de l'agent de l'État. Madame la ministre, aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de pièces et d'actes des agents qui sont en ligne. Mais dites-nous, qu'est-ce que l'État gagne en organisant tout ceci? Je voudrais dire, avant de répondre à votre question, que pour réaliser tout ce dont il vient de parler, nous avons mis en place un système intégré de gestion des ressources humaines de l'État pour optimiser la gestion des ressources humaines de l'État.
Et nous avons mis en place une plateforme de 20 ordinateurs. C'est une plateforme d'incubation, de gestion, de formation des agents des ministères sectoriels. Donc, c'est eux qui viennent travailler sur la plateforme avec l'assistance de mes agents. Et depuis ce temps, tous viennent travailler là-bas. Ils ont vu que la vie leur est facilitée, le travail leur est facilité. Il y a eu des témoignages, madame, ce que nous faisons pendant un mois, on le fait aujourd'hui en une semaine, etc. Donc, voilà. Les actes sont pris. Lorsqu'ils sont pris dans le système, puisque nous sommes connectés à Sonkway, qui est le logiciel de paiement des salaires. Donc, ça permet au ministère des Finances d'actualiser le salaire de l'agent. Les arriérés, c'est à payer plus tard. C'est également connecté à SICOP, qui est le système de gestion des pensions. Ça permet, disons, au système de garder les actes des agents, ce qui permettra le moment venu pour liquider la pension, d'avoir ces actes-là sous la main. Et c'est également connecté au système de gestion des concours. Voilà, dès lors que vous êtes admis au concours, le système vous attribue rapidement un numéro matricule. La dématérialisation, l'intérêt pour l'administration. Oui. L'intérêt, de mon point de vue, c'est d'abord de renforcer les bases d'une administration de développement. En ce sens que l'administration devient plus performante, elle est plus efficace, plus efficiente pour mieux satisfaire les usagers clients. C'est aussi que l'administration fait quand même des économies, je dirais des économies d'échelle, parce que l'utilisation des consommables est très réduite. Ça permet aussi et surtout de lutter contre la corruption. Vous savez que le contact physique milite en faveur de la corruption avec la dématérialisation. D'ailleurs, si vous venez aujourd'hui au ministère du Travail, si vous étiez habitué à venir dans ce... Vous voyez que c'est clairsemé aujourd'hui. Quelqu'un était venu la dernière fois, il dit « Madame, les gens sont en grève, pourquoi ?» Elle dit « Non, ils sont là. » Il dit « Mais en bas, là, il n'y a personne. » Je dis « Oui, c'est la dématérialisation. » Donc, il y a ça. Il y a aussi que nous sommes aujourd'hui dans un gros village. Le monde est devenu un village planétaire. Ça permet à notre administration, à notre pays, de s'intégrer dans le monde du numérique aussi. Pour les usagers, ça réduit absolument les tracasseries. Ça leur fait des économies, puisqu'ils ne sont plus obligés de faire plusieurs déplacements au ministère du Travail ou au ministère des Finances avant d'obtenir leurs actes ou de constater l'augmentation de leur salaire. Et l'autre intérêt aussi, ça permet aux agents de l'État de se consacrer beaucoup plus à leur travail, au lieu de faire des allers-retours, donc d'améliorer leur rendement. Et les risques d'accident pour les déplacements aussi sont... Très bien, merci Madame la Ministre. Mais que pensent les fonctionnaires, les agents de l'État, les gestionnaires donc, des ressources humaines, premiers concernés par ce processus et l'expérimentation de la dématérialisation? Suivez cette Vox Populi réalisée. Je suis allé sur la plateforme. Je suis là déjà en train de voir pratiquement les informations me concernant, mon matricule, mon nom et prénom, ma date de naissance. J'ai vu mon email également, ma position, ma structure de tutelle, ministère des Finances, mon grade, position, mon corps, bien évidemment, le régime. Waouh! Je suis impressionné parce que je vois mon nouvel arrêté de promotion qui est déjà disponible sur le site, que d'ailleurs je peux télécharger tout à l'heure là même. Télécharger, c'est intéressant, c'est impressionnant ça. Je vois pratiquement tout ce que j'ai eu comme arrêté. Donc je n'ai pas besoin là actuellement de me rendre au ministère du Travail pour obtenir mon acte. Là tout de suite je peux l'imprimer. C'est vraiment très 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 intéressant, je suis très content. Je ne savais même pas que l'arrêté est déjà prêt. Je sais que c'est dans le circuit, je ne sais pas si que c'était déjà prêt. Jusqu'à ce que c'est disponible, téléchargeable, je crois que c'est une très très bonne chose. Par le passé, pour savoir que ton acte est sorti, il faut peut-être avoir quelqu'un à la fonction publique, aller faire des allers-revenus, aller chaque fois faire des tours, appeler, est-ce que... J'ai déposé les fiches de notes, les fiches d'évaluation. Et après, je n'ai plus d'autres procédures avant d'avoir mon dernier acte, qui est A1-9. Je l'ai eu et quand j'ai voulu aller le déposer à la solde, on m'a dit que désormais on ne va plus déposer les actes à la solde et que
il y a une relation ressources humaines, notre DAF et le Trésor public qui a géré. Et je suis là un jour, j'ai constaté en juillet le changement de mon salaire. Et quand j'ai été tirer la fiche de paye, j'ai vu que j'ai connu un avancement d'un échelon. Je suis passé de 1,8 à 1,9. Moi, personnellement, je l'ai subi, je l'ai vécu, je l'ai apprécié. En matière de gestion de la carrière du personnel du ministère du cadre de vie, nous avons constaté beaucoup d'innovations. Et ces réformes-là sont à saluer. Je crois que nous avons le plus gros effectif du Bénin en matière d'agents de l'État. Et cette réforme est la bienvenue dans notre ministère, surtout par rapport à l'avancement des enseignants. Je vous avoue que c'est une réforme qui nous simplifie davantage la tâche. Au niveau du membre, vous savez qu'il y a un gros effectif au niveau du membre. À chaque fois que nous venons travailler avec les agents du ministère de la fonction publique, nous avons une satisfaction totale. Et même sur le terrain, certains qui ont déjà reçu leur acte s'en félicitent. Le système intégré de gestion des ressources humaines est d'ailleurs en pleine extension dans d'autres ministères sectoriels comme le ministère de la Justice ou encore le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La dématérialisation, finalement, ça touche tout, même les pensions. Alors, Madame la Ministre, ici on évoquait maintenant la mise en place de la e-pension. Ça aussi, c'est une innovation. Parlez-nous un peu de ça. Merci beaucoup. Disons que, avant de répondre à la question, que l'extension de la plateforme vers les ministères, ça va se poursuivre en 2020. Et notre ambition, c'est d'arriver à déconcentrer la plateforme de manière à ce que les agents de l'État, les gestionnaires des ressources humaines de l'État puissent travailler sur site. Comme je l'ai dit tantôt, le système est connecté également au système de gestion des pensions. Nous avons e-pension, bien évidemment, en relation avec le ministère des Finances. Vous savez, ma première préoccupation en arrivant au ministère, à la tête du ministère, c'était de faire en sorte que les pensionnés puissent avoir leur carnet de pension le jour de l'admission à la retraite. Parce que l'agent qui est admis à la retraite, le cadre qui est admis à la retraite, il perd non seulement les indemnités, il n'a plus le salaire. S'il ne lui reste plus que la pension, qui fait au maximum 80% du salaire, qui ne l'a pas à bonne date, vraiment on l'envoie à la mort. Malheureusement, nos efforts dans ce sens sont confrontés à une petite difficulté, l'état des archives. Sinon, tel que nous avons pris le problème à bras le corps, mon collègue des finances et moi-même, aujourd'hui, tous les retraités devraient avoir leur carnet le jour de leur départ à la retraite. Mais vous savez, la liquidation d'une pension appelle la constitution d'un dossier, un dossier de 31 pièces. Malheureusement, l'administration qui génère les actes de carrière dont nous avons parlé tout à l'heure ne les a pas bien conservés. Ne les a pas bien conservés. Et nous sommes obligés, des fois, d'attendre que ce soit le pensionné qui nous donne copie des actes que nous avons produits, d'autres n'ont pas bien conservé. Disons, les actes de carrière ne savent pas l'importance de cela. Et au niveau des ministères sectoriels aussi, l'état des archives ne permet pas de disposer de la totalité des pièces qu'il nous faut pour pouvoir permettre au ministère des Finances de liquider la pension. Donc, au niveau de mon ministère, nous avons essayé de réhabiliter les archives et de les moderniser. Ce qui a permis de commencer à remettre à bonne date les carnets de pension. Mais il y a certains qui continueront de se plaindre tout simplement parce qu'il y a des actes qui nous manquent. En même temps, les pensionnés n'ont pas ces actes-là et ça fait que ça traîne le temps d'approfondir les recherches, etc. Sinon, pour la majorité des retraités, aujourd'hui, ils ont leur carnet de pension à bonne date. Mais il y a certains, surtout les plus anciens, parce que vous savez, l'informatisation a pénétré le ministère des Finances dans les années 99-2000. Donc, tous ceux qui travaillaient avant, ils ont des problèmes de liquidation de pension. C'est ça qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui,
au niveau de la fonction publique, tous les actes qui sont pris sont en même temps numérisés pour constituer les archives. Mais il reste à continuer à gérer le passé. Oui. On continue de réfléchir pour trouver des solutions. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre ministère pour corriger cela? Parce qu'il y en a qui attendent toujours ou qui ont des problèmes. Qu'est-ce que vous faites pour corriger et mettre tout ceci au pas? Disons que nous avons consacré des agents à la recherche des actes de carrière, mais nous envisageons aussi de faire une opération en invitant les fonctionnaires de tous les départements à déposer les actes dont ils sont en possession. Cela nous permettra d'anticiper. Jusque-là, on s'est dit, c'est pas bien, on produit les actes et puis on va les réclamer encore, disons, aux agents de l'État, mais il faut passer cette étape. Nous allons réaliser cette opération qui nous permettra de renforcer la base des données, de pouvoir vraiment faciliter la délivrance des carnets de pension. Mais par rapport au passé, vraiment, il y a du mieux. Très bien. Et même au ministère, nous sommes en train de créer un espace retraite, si les pensionnaires arrivent, etc., qu'ils soient à l'aise là. Il faut les mettre à l'aise parce qu'ils ont servi l'administration. L'État béninois. Et vraiment, beaucoup, assez d'efforts, je dirais, de modernisation à propos de cette dynamisation de l'obtention des carnets de pension. La date du 12 avril 2019 retient l'attention. Donc, ce jour-là, plus de 200 agents admis à faire valoir leur droit à la retraite sont rentrés en possession de leur carnet. Voici le reportage. Ils ont souffert par le passé, ces agents de l'État admis à la retraite après 30 ans de loyaux services rendus à la nation. Certains ont attendu 9 mois, d'autres 1 an, voire plus avant d'entrer en possession de leur livret de pension. C'est difficile, ça là, il faut l'avouer, ça a été très très difficile parce qu'on n'arrivait pas à joindre les deux bouts, quoi. Il y a des gens qui déposent leur dossier, il faut courir après, par-ci, par-là, surtout au ministère de la fonction publique, au ministère des Finances. Et ça met du temps, sincèrement, ça met du temps. Pour mettre fin à ce calvaire des pensionnés et permettre une jouissance immédiate de droit à une pension de retraite, le gouvernement du président Patrice Talon a entamé, conformément à son programme d'action, une série d'actes relatifs à la dématérialisation, à la numérisation et à la simplification des procédures de mise à la retraite. Le ministère du Travail et de la fonction publique est le ministère qui, au sein du gouvernement, est chargé de la gestion des ressources humaines de l'État. Cette mission se déroule à travers la prise des actes relatifs à la gestion de la carrière de ces agents. Ces actes, normalement, devraient être pris et archivés de manière à ce qu'on ne recourt pas à ces agents lorsqu'il va falloir procéder à leur mise à la retraite. C'est dans ce cadre donc que des actions de dématérialisation et de numérisation qui constituent des actions de réforme ont été initiées en vue donc de simplifier donc le traitement de la gestion de ces actes. Ces actions visant la dynamisation et la modernisation de l'administration publique béninoise, le ministre du Travail et de la fonction publique, Adijatou Matisse, a tôt fait de prendre le taureau par les cornes. De concert avec son homologue de l'économie et des finances, le comité comprenant les cadres des deux ministères sera mis en place pour accélérer les travaux relatifs au processus de simplification, de mise à la retraite et de délivrance de carnets de pension à bonne date. Premier coup d'essai, premier coup de maître, le 12 avril 2019. 209 carnets de pension sont remis à bonne date lors d'une phase pilote. En vous remettant ce jour vos carnets de pension, tout le gouvernement, par ma voix et celle de mon collègue en charge des finances, vous adresse ses félicitations et vous souhaite une retraite paisible. Bonne santé, longévité. Pendant votre retraite, soyez en bonne santé, comme nous. Merci. Restez toujours actifs tel qu'on vous a connu. Ainsi soit-il. On nous a remis à nous tous le livret de pension. Et aussitôt, à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire le 30 avril, il n'y a pas celui-là parmi nous qui n'a pas reçu sa pension. Je connais certains cas, mais plus précisément le cas d'une dame. Elle sera admise à la retraite le 1er juillet 2020. Elle m'a dit que son dossier de retraite est déjà bouclé.
Et si ça peut continuer comme ça serait très bon. Ça aura un impact positif sur tous les retraités béninois. C'est une initiative que je trouve très louable parce que ce n'est pas normal que, après avoir travaillé pendant 30 ans, que vous finissiez, que maintenant, c'est en ce moment-là, au moment où vous avez le plus besoin des moyens pour pouvoir subvenir à vos besoins, que ce soit à ce moment-là que vous êtes sevré et qu'on vous oblige à faire des courses, aller suivre des dossiers, tout ça. Depuis le lancement de cette réforme en 2019, plus de 500 agents de l'État ont bénéficié de la mise à la retraite à bonne date. Plus de 600 dossiers des années antérieures en attente ont été également traités au grand bonheur des agents concernés. Cette réforme se poursuit de plus en plus. Les dossiers viennent dans les délais. C'est vrai, nous relançons les DAF pour qu'ils puissent respecter le délai imparti par les tests. Également, les modules nous permettent de traiter les dossiers sur la plateforme installée à la fonction publique. Tout ça permet la célérité et l'agent de l'État a de plus en plus, depuis l'avènement de la réforme, son carnet à bonne date. La direction des retraites et des archives du ministère du Travail et de la fonction publique et la direction des pensions et des rentes viagères au ministère de l'Économie et des Finances accordent les violons pour la célérité dans le traitement des dossiers. Les réformes se poursuivent jusqu'à la dématérialisation du carnet qui va devenir une carte sécurisée de pensionnés. Une réforme salutaire qui met définitivement fin au calvaire des pensionnés au Bénin. Avec donc la célérité dans le traitement des dossiers, la fin du calvaire pour tous les agents admis à faire valoir leur droit à la retraite est très proche. Très proche. Absolument. C'est proche et je peux vous dire que le chef de l'État accorde une importance toute particulière à la résolution de ce problème. Le chef de l'État souhaite que tous les retraités puissent entrer en possession de leur carnet de pension le jour de leur départ à la retraite et a instruit d'ailleurs le ministre en charge du numérique de nous accompagner pour qu'il en soit ainsi. Merci. Mais le plus gros problème, c'est les archives, mais on continue de travailler, mon collègue des Finances et moi-même. Oui. Alors, Madame la Ministre, la retraite, c'est aussi le versement des cotisations sociales, ce qui constitue d'ailleurs un véritable problème aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est ? Le problème qui se pose, ou qui s'est posé à un certain nombre d'agents contractuels de l'État, parce que je peux vous dire que la nouvelle loi portant statut de la fonction publique les a tous reversés au FNRB pour leur pension. Ils sont tous devenus agents de l'État et sont soumis au régime du FNRB pour leur pension. Ça, c'est un. Deux, c'est que la loi a modifié les dates d'admission à la retraite. Par le passé, pour ce qui concerne les agents contractuels de l'État, étant soumis pour leur pension au régime de la CNSS, c'est l'âge de 60 ans qui est le critère de départ à la retraite. Donc, ils n'avaient pratiquement pas de problème au niveau du versement de leur pension. Mais comme ils sont devenus agents de l'État, il y a une stratification des âges. C'est 60 ans pour les agents de la catégorie A, 58 ans pour les agents de la catégorie B et 55 ans pour les agents de la catégorie C et D. Du coup, les agents contractuels de l'État, qui à la date de la promulgation de la loi, qui avaient, selon leur catégorie, 58 ans, 55 ans, ont été admis à la retraite. Et ils ne sont plus affiliés au régime de la CNSS. Les versements, les cotisations étaient versées à la CNSS. Ils ont des difficultés à percevoir leur pension au niveau du FNRB, puisque leurs cotisations n'ont pas été retenues au niveau du ministère des Finances. Il y a eu vraiment beaucoup de problèmes. Le chef de l'État a décidé que le budget national puisse verser leurs cotisations sur le temps qu'il leur reste à passer pour avoir les 60 ans, de manière à ce que la CNSS puisse leur verser la pension immédiatement. Et pour ça, l'État doit débourser 2,7 milliards, mais c'est réparti sur plusieurs années. Et ça permet aujourd'hui, je salue aussi tous les collaborateurs, finances, travail et CNSS,
qui ont travaillé ardemment sur le dossier et aujourd'hui, ces agents ont commencé à toucher leur pension. Au moins plus de la moitié a déjà touché la pension. Le reste, ça se poursuit. C'est un ouf de soulagement pour ces agents-là. Donc, le problème en principe à ce niveau est résolu. Oui, voilà. Ouais. Mais est-ce qu'il y a, un mode pour que l'agent même de l'État il puisse se rassurer de ce que il y a eu versement de ces cotisations sociales? À moins de suivre. Ce problème, au niveau des fonctionnaires, ne se pose pas. Parce que l'employeur, voilà, c'est l'État, donc la part employeur retenu sur le salaire avant d'être versé, il ne se pose pas de problème. C'est pour les agents contractuels que ce problème-là se pose. Pour gérer la suite de ce problème-là, nous avons mis en place, disons, une cellule de coordination CNSS-FNRB pour que les agents n'aient pas de problème à toucher leur pension. Voilà. Alors, Madame la Ministre, nous sommes au temps des moissons, 4 ans après, sans vouloir faire donc du cas par cas. Permettez-nous d'aborder la situation du CER. Ils sont environ 2500 en attente de reversement en ACE depuis 2008. Où en sommes-nous véritablement? À l'avènement du nouveau régime, il est apparu nécessaire de suspendre les reversements parce que c'était un fourre-tout. Et vous avez suivi, lorsque nous avons fait l'audit, il y a plus de 5000 qui n'étaient pas éligibles au reversement qui ont été reversés. Donc, on a suspendu les reversements, mais ça a été repris. Nous avons élaboré la liste de ceux qui sont en attente de reversement. Le Conseil des ministres l'a adopté, et sauf les agents dont les cas ne sont pas vraiment bien clarifiés, la plupart des agents ont déjà leur acte de reversement. Parce que nous avons dû faire des travaux déportés pour permettre aux agents de se concentrer sur ce travail-là, pour que la promesse du gouvernement d'accélérer, disons, les reversements ne soit pas un vain mot. On a pratiquement fini, mais il y a quelques cas que nous continuons de résoudre parce qu'il y a des gens dont les situations ne sont pas claires. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Bon, nous mettons à contribution leurs administrations eux-mêmes pour qu'ils nous donnent un certain nombre de documents qui prouvent qu'ils sont vraiment éligibles au reversement. Donc voilà, sinon, franchement, ça, c'est un peu derrière nous maintenant. D'accord. Allez, autre aspect important des réformes, c'est la formation des cadres de l'administration publique. Quelle est la place que vous réservez à la formation des cadres de l'administration? La formation des agents de l'administration est une obligation pour leur employeur, l'État. Mais il s'est fait que en 2005-2006, l'État était confronté à un certain nombre de difficultés, ce qui l'a d'ailleurs amené à signer un programme d'ajustement structurel. Des mesures avaient été prises et pour compter du 1er janvier 2007, l'État a supprimé le financement des formations. Autre problème, les formations n'étaient pas programmées. Or, dans une organisation, il faut programmer les formations parce que cela induit une incidence financière. Il faut avoir besoin d'un certain niveau ou d'un profil avant d'accepter que l'agent aille se faire former pour ce profil-là. Mais on a constaté qu'il y a eu un peu de laisser-aller où les agents ont pris leurs responsabilités. Ils vont se faire former sans tenir compte des besoins de l'administration. Et le chef de l'État, avec tout ce qui se passe, a demandé vraiment qu'on puisse faire l'état des lieux. Et il y a un document de politique de la formation continue des agents de l'État qui a été élaboré avec un plan d'action qui permettra vraiment d'encadrer les formations. Et le point essentiel dans ce plan de formation, c'est qu'il faut que nous puissions mettre en place un mécanisme de financement des formations. Nous envisageons également de créer un centre de formation des agents des catégories C et D. Parce que quand ils sont recrutés, ils ne subissent aucune formation. Donc, avec l'adoption de ce document de politique de la formation continue du plan d'action, je crois qu'on verra un peu plus clair, un peu plus d'ordre dans la formation des agents de l'État. Permettez-moi quand même une toute petite question avant de rebondir sur autre chose. Un agent qui va se faire former lui-même, est-il en faute? S'il ne réclame rien à l'État, il n'est pas en faute. D'accord. Mais revenir et exiger qu'il soit reclassé, l'administration n'a peut-être pas besoin de son profil. Parce qu'eux-mêmes ne tiennent pas compte des profils de leur administration d'origine. Ouais.
on n'a pas besoin de ce profil, ou le moment n'est pas venu de l'utiliser. Mais quand lui revient de la formation, quand il s'est fait former, même s'il n'a pas besoin du profil, il exige un reclassement. C'est là que nous avons quelques problèmes avec eux. Oui, alors venons-en. Et aujourd'hui, ils sont près de 3000. Très bien. Parlons maintenant de dialogue social. Le 1er mai, vous allez encore recevoir la plateforme revendicative des organisations syndicales. Depuis d'ailleurs qu'elles n'ont que 10 jours de grève au plus dans une année. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les organisations syndicales? Nos rapports sont au beau fixe. Le chef de l'État lui-même fait beaucoup d'efforts parce qu'il les reçoit en cas de besoin. Je crois qu'il les a déjà reçus 3 fois depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique, nous gardons de très bonnes relations avec les organisations syndicales. L'État a formalisé d'abord le dialogue social parce que nous avons signé une charte, la charte nationale du dialogue social avec 6 centrales et confédérations syndicales, le patronat, nous, c'est l'État. Et nous avons mis en place le Conseil national du dialogue social avec son président. Il y a une commission intitulée Commission nationale de concertation et de négociation collective gouvernement central et confédération syndicale. Les textes prescrivent que cette commission tienne 2 sessions par an, des sessions ordinaires, des sessions extraordinaires en cas de besoin. Nous tenons régulièrement les 2 sessions. C'est vrai qu'une bonne partie des revendications a un coût. L'État fait de son mieux, puisque tout récemment, nous avons quand même octroyé des indemnités aux enseignants de la maternelle, primaire, du secondaire. Ce n'est pas rien. Alors, toute cette vague de dématérialisation, Madame la ministre, qui s'empare de votre ministère, la mise à la retraite à bonne date, je dirais l'assurance de recrutement sur la base de la compétence et les autres réformes qui ont été mises en place, est-ce qu'elles suffisent pour faire de l'administration béninoise une moderne, smart et donc de développement? La perfection n'est pas de ce monde. Je dis toujours à mes agents, les agents métiers, les informaticiens, qui parfois se satisfont de ce qui a été fait, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous devons renforcer tout ce que nous avons fait jusque-là. Nous avons développé 35 modules dans le cadre de la gestion de la carrière. Il reste encore des modules que nous devons développer, déployer, comme je l'ai dit, le système de gestion dans tous les ministères. Il y a ça. Et pour permettre aux agents de l'État d'accéder rapidement à l'information, nous avons mis dans le rôle du ministère 2 bornes informatiques de renseignement et nous comptons, courant année 2020, en mettre au niveau de 20 communes en tenant compte de l'effectif de leur population pour rapprocher l'information de tout cela. Continuer de travailler également sur les pensions pour permettre à tous de pouvoir avoir le carnet de pension à bonne date. Mais qu'il vous souvienne que jusqu'à une époque récente, l'État perdait pratiquement tous ses procès devant les tribunaux. Surtout les tribunaux administratifs. Lorsqu'il y a un contentieux, systématiquement, l'État perd. Alors, nous avons réfléchi au niveau du ministère. Nous avons procédé au renforcement de capacité des agents de la direction qui gère le contentieux de l'État. Nous avons acquis des ouvrages. Pour leur permettre, surtout en ce qui concerne les jurisprudences, de s'informer. Et nous avons également des personnes ressources qui les appuient dans l'élaboration des mémoires. Je peux vous dire que nous avons eu 10 procès devant la Cour constitutionnelle, nous en avons gagné 9. Et en ce qui concerne les contentieux devant les tribunaux administratifs, de 2018 à 2019, nous avons gagné presque tous les procès. Et cela fait plus de 5 milliards de francs CFA, c'est-à-dire le quantum des dommages exigés par les agents concernés, ça fait plus de 5 milliards de francs CFA. Donc, c'est également une forme d'amélioration de la gouvernance. Et je salue ici mes agents qui s'attellent à cette tâche-là. L'informatisation, la dématérialisation, la modernisation, il faut l'accepter. Sinon, on va vous mettre de côté. Ce n'est pas moi. C'est le système qui va nous mettre de côté parce que désormais, on ne peut pas se passer
des nouvelles technologies dans notre administration. Merci. Voilà, et voilà, s'il met un terme à cet entretien, le temps des moissons, 4 ans, c'est vite passé. C'est tout de même 4 ans de réformes profondes et structurelles pour semer les germes d'une administration au service du public, une administration de développement, tant souhaitée par le chef de l'État. Madame la ministre Adiyat Matisse, merci. Merci d'être restée avec nous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.